Cette émission est une présentation de KitchenAid et de Accent Meubles. Bonjour tout le monde, en lunch ou en brunch? Aujourd'hui, je vous propose 3 recettes pour le lunch ou le brunch. Les 3 recettes peuvent servir pour les deux, à vous de choisir. La première recette, c'est un pain de campagne farci au fromage chaud. Vous allez voir, c'est moelleux, c'est décadent. La seconde recette, ça va être une quiche, un peu style omelette espagnole. Et pour dessert, ce sera des poires pochées au vin rouge à présentation de yogourt avec un crumble. Je commence tout de suite avec le pain de campagne. Ce que ça prend pour faire la recette, évidemment, un beau pain de campagne. Ça prend du pesto. Ici, j'ai du pesto de basilic, mais si vous préférez, vous pouvez prendre du pesto de tomate aussi. Ça prend du fromage cheddar râpé et du parmesan. Mais les fromages, vous pouvez choisir ce que vous préférez. Si vous voulez faire des variantes, il n'y a pas de problème non plus. L'important, c'est de comprendre le principe de la recette. Donc, je prends mon pain, puis je vais le quadriller en laissant des bons cubes entre les espaces. OK? Puis quand on coupe le pain, on se rend à peu près aux 2/3. On ne veut pas qu'il se détache tout, on veut qu'il reste ensemble, OK? Qu'il reste pris ensemble, mais pour pouvoir le travailler entre les choses. Donc, je vais comme ça, et je laisse environ plus ou moins 1 pouce là, entre les tranches. Et évidemment, un éventail, et on va le faire de l'autre côté. Ce qui va faire en sorte que quand on va venir pour servir, ça va faire comme des cubes de pain qu'on va pouvoir se détacher comme une trempette de pain et fromage. Voilà. Une fois fait, ça donne ça. Et c'est ce qu'on va garnir. On prend notre pesto, OK? On y va tranche par tranche, puis carré par carré. Allez-y généreusement dans le pesto. C'est ce qui va donner beaucoup de saveur au pain. À l'aide d'un couteau, comme vous pouvez voir, je prends mon couteau, ce qui va faire en sorte que ça va mieux pour espacer les rangées les tranches de pain. Là. Parce que des fois, ça peut paraître beaucoup le pesto que je mets, mais ça en prend beaucoup parce que le pain va imbiber l'huile et le pesto aussi à l'intérieur. Comme ça. Parce qu'une fois que c'est fait d'un côté, on se reprend de l'autre côté. OK. Donc, quand on a fait quadriller tous les côtés du pain, OK, on va le garnir de fromage. Donc, la même technique un petit peu avec mon couteau, je vais m'aider un petit peu. C'est que je vais prendre du fromage. Puis allez-y généreusement dans le fromage, hein, ne soyez pas regardants, parce que c'est ça qui va faire le moelleux du pain chaud. Puis ça fait bien pour un brunch ou un lunch, parce que vous pouvez préparer ça aussi avec juste une salade. Mettons que vous recevez, vous faites une salade repas, puis vous voulez faire un accompagnement, une salade verte. On fait un pain comme ça, chaud, là, je vous jure que c'est très apprécié de tout le monde. Et même aussi pour un apéro, si vous en prenez 5 à 7, vous pouvez le préparer, puis tout le monde va aimer ça. Ça va faire changer un peu de la trempette. Les quantités, vous n'oubliez pas, sont toujours sur le site de la tvcbf.tv, sur mon émission Expressément Cuisine. Alors, toutes les quantités sont là. Ça fait que je vous fais grâce des quantités durant l'émission souvent. Je vais prendre un papier, une plaque à biscuits avec un papier à lui. Je vais déposer mon pain comme ça. Puis, je vais garder un peu de fromage parmesan parce que je trouve que le parmesan va donner beaucoup de saveur aussi au pain. Donc, ça prend environ un bloc de 450 g de fromage, puis environ une demi-tasse à 3/4 de tasse de parmesan. On ferme tout ça. Et on envoie ça au four à 350-375, plus ou moins 20-25 minutes, dépendamment si votre four va être en convection ou à bake, mais environ 25, peut-être 30 minutes maximum, mais à 350 au four. Donc, 25 minutes après, OK, ça donne ça ici, ce que vous allez voir. Vous voyez, le fromage est tout fondu, puis quand on vient pour se servir, regardez, c'est très moelleux, là, puis
On croûte tout le pain et je vous jure, vraiment bon. Voilà ma recette de quiche. C'est une quiche un peu du genre d'une omelette espagnole parce qu'elle est faite à partir de pommes de terre. Puis sur le dessus, on a un côté un petit peu original. On va tresser du bacon, ce qui va lui donner un attrait un peu plus attirant pour l'œil. Ce que ça prend pour réaliser la quiche, évidemment, une abaisse de pâte. Ici, vous aurez les recettes, comme je dis toujours, sur le site. Ça prend des pommes de terre. Ici, j'ai pris des pommes de terre grelots, mais ça pourrait être des pommes de terre régulières. Environ 3 tasses qu'on met en petites tranches. OK? Ça va prendre un demi-poireau. Le poireau, vous faites juste le revenir au beurre, le faire tomber. OK? Parce que sans ça, de le mettre cru dans la quiche, ça serait un petit peu... ça ne sera pas assez cuit parce que ça ne cuira pas assez longtemps. Et puis, ça prend du fromage, des mélanges que vous voulez. Ici, j'ai du fromage suisse, puis ici, j'ai du fromage cheddar extra fort. Évidemment, ça prend du bacon pour le dessus, le quadrillé. Et comme toute bonne quiche, ça prend des œufs et du lait, sel et poivre. Et un petit bonus, avec la quiche, je vais vous proposer une salade de concombre et céleri qui va venir accompagner le plat. Puis on va faire une petite vinaigrette ensemble. Vous allez voir, c'est un petit peu vinaigré. C'est le fun parce qu'entre les deux, ça balance. Parce que des fois, la quiche, à cause du bacon et du fromage, on a l'impression que c'est un peu riche. Et comme cette salade est un petit peu vinaigrée, donc ça vient contrebalancer l'effet de gras en bouche. Ça fait un beau mariage. Ce que je commence tout de suite, on va commencer par mettre les pommes de terre dans le fond de la base de pâte. OK? Comme ça, je vais alterner avec un petit peu de fromage entre les rangées aussi. Je pense que tout le monde, vous saviez à peu près faire une quiche, mais celle-là est quand même intéressante. Et comme avec les pommes de terre, elle fait vraiment un goûter lunch-brunch. Comme ça. Je vais mettre un peu de poireau. Vous avez remarqué, je n'ai pas salé les pommes de terre à rien parce que quand je vais préparer mes œufs avec le lait, je vais saler, poivrer la préparation. Donc, en répartissant à travers les pommes de terre de tout à l'heure, ça va tout répartir les saveurs, le sel et le poivre. Comme ça, je vais rajouter un peu de fromage. Les pommes de terre. Il me reste des pommes de terre. Et puis le reste du poireau. Voilà. Le fromage suisse. C'est sûr qu'il y a des quantités de base à respecter, mais comme vous pouvez voir, si la quiche est plus petite, vous mettez moins de pommes de terre, moins de fromage, c'est un peu plus grosse, un peu plus d'ingrédients, mais c'est des recettes, comme dirait ma grand-mère, sans quantité. Pour ce qui est du bacon maintenant, je vais vous montrer la technique. OK? On va faire le quadrillé. On prend 3 tranches de bacon comme ça. Même on peut y aller à 4 parce que ça va mieux couvrir la superficie de la quiche. Donc, on a tel comme ça sur un papier parchemin parce que tout à l'heure, ça va vous permettre de le déplacer. On prend 2 des tranches qu'on replie jusqu'au bout ici, comme ça. OK? On vient prendre une autre tranche de bacon en perpendiculaire. On rabat ça par-dessus. Je viens reprendre les 2 autres que je rabats jusqu'à la ligne ici. Je mets ma tranche de bacon, comme ça. Je rabats les 2 autres par-dessus. Comme ça, vous voyez, le quadrillé, c'est en train de se former. Là. Je prends les 2 autres, je les rabats. Je viens mettre le bacon. Je rabats mes 2 tranches de bacon perpendiculaires. Vous voyez le quadrillé que ça forme, là, ça va faire comme un beau petit panier de quiche en panier. OK? Une fois que c'est fait, bien, ça, c'est de transférer ça là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que 1, 2, 3, voilà. Voilà, OK? Le beurre ici, je vais ramener le bacon vers l'intérieur
pour pas que le gras coule dans le four. Là. Voilà. Comme ça. Donc, ça fait notre quadrillé sur le dessus de la quiche. Bon, maintenant, la partie œuf, on va verser la partie œuf qui va être la partie liquide dans la quiche. Donc, ce que ça prend 6 œufs. La plupart des recettes, c'est toujours des gros œufs hein, qu'on prend. Inquiétez-vous pas, j'ai une poubelle à côté de moi, si je ne le verse pas par terre. Et puis, environ une demi à 3/4 de tasse de lait. Si vous préférez, vous pourriez prendre de la crème. Aussi, ça peut être une alternative. Ça prend on va mettre un peu de poivre et du sel. Et on fouette ça. OK. Ça fait, on verse ça sur la quiche. Je vais y aller dans un petit trou, mais même si ça déborde sur le bacon, c'est pas grave. Là. On y va tranquillement pour que ça puisse pénétrer jusque dans le fond. Voilà, les œufs sont mis. Maintenant, on va faire cuire la quiche. Ça aussi, c'est le fun parce que si vous recevez pour un brunch ou pour un lunch, comme l'interrogation que je me posais au début de l'émission, vous pouvez préparer ça la veille avant de mettre les œufs. Vous pourriez préparer vos œufs au frigidaire. Puis à la dernière minute, vous rajoutez les œufs avant de le faire cuire. Mais tout ça, ça peut être préparé la veille sans problème. Vous mettez une pellicule plastique, puis ça va bien se conserver puis ça va être plus agréable le matin même. Vous allez avoir ça de moins à faire. Parce que cette quiche-là, on met ça au four à bake, non pas à convection. Dans le bas du four à 350 environ, pendant environ 1h20, plus ou moins, dépendamment de vos fourneaux, mais environ 1h15, 1h20, 1h25. Puis à bake, hein, n'oubliez pas. Ça fait que, ceci étant fait, évidemment, pendant que j'en ai un autre qui cuit au four, ce qu'on va y revenir, ce que je voudrais faire avec vous autres, c'est la petite salade de concombre que je vous ai proposée tout à l'heure, que je vais me prendre un bol. Voilà. Ce que ça prend, c'est environ 4 tasses de concombre, 3 tasses de céleri, puis un oignon rouge. Un concombre épiné, évidemment. Là. OK. Concombre, céleri et oignon rouge. Pour la vinaigrette, comme je vous dis, on voulait avoir une salade un peu intense en goût parce qu'on veut contrecarrer un peu le goût du gras de la quiche et du bacon. Donc, on va faire une vinaigrette avec de la moutarde de Dijon, mais assez intense. Ce que ça prend, toujours les vinaigrettes, c'est toujours le même principe. 2 tiers d'huile, 1 tiers de vinaigre. On met de la moutarde. Ici, je vais mettre de la Dijon parce que, comme je vous dis, je vais avoir ça un peu intense, là, avec beaucoup de goût. Ou sinon, on peut mettre de la moutarde sèche. L'élément de la moutarde, oui, ça donne de la saveur. Et en plus, la magie de la chimie de la vinaigrette, c'est qu'en mettant une moutarde dedans, autant sèche que Dijon ou autre, là, OK? Parce que ça peut être une moutarde à l'ancienne aussi, si vous préférez. Ou c'est avec du balsamique, vous pourriez mettre une moutarde au miel, etc. C'est de faire en sorte que ça va mélanger l'huile et le vinaigre. Sans ça, si on ne met pas ça, l'huile et le vinaigre se séparent tout le temps des vinaigrettes. Tandis qu'avec la moutarde, ça fait en sorte que la mécanique chimique marie bien les deux substances. Donc, on prend environ, ici, ça va me prendre environ une tasse de vinaigrette, que je vais mettre à peu près, un petit peu moins qu'un 2 tiers de l'huile parce que je veux l'avoir assez punchée. Parce qu'elle va être peut-être un petit peu plus vinaigrée que la normale. Donc, ici, j'ai à peu près, j'ai mon 2 tiers de tasse d'huile. Si vous préférez, ici, c'est l'huile de canola, l'huile de base. Si vous préférez, vous pourriez faire ça avec l'huile d'olive. Au souci, c'est une autre possibilité. Sauf que, n'oubliez pas que l'huile d'olive à première pression, OK? Souvent, quand on envoie ça au frigidaire, ça solidifie. Ce que je ne voudrais pas que votre vinaigrette, votre salade fige de gras en dehors des aliments. Donc, c'est pour ça que je l'utilise, moi, dans ce cas-ci, la vinaigrette de canola. À ça, je vais rajouter un vinaigre blanc. Environ 1 tiers. OK? Puis, on va mettre, je vais mettre de la moutarde de Dijon. Une bonne curatée. Et du sel. Le sel aussi, des fois on met du sucre dans les vinaigrettes, mais le sel aussi fait en sorte que ça adoucit une vinaigrette. Ça la rend moins
moins intense en vinaigre, en aigre, en acidité, en acidité dans les vinaigrettes. Comme un peu le sucre, mais le sel fait aussi cet effet-là. Puis je vais mettre un peu de grain de poivre pour puncher le tout. Vous avez compris que j'avais fait ça dans les fameux pots maçons assez classiques. C'est un bon moyen de conserver la vinaigrette et de mélanger le tout. Voilà. Ça fait que c'est fait. Que je vais verser ça sur ma salade. Et c'est le genre de salade que si elle est faite quelques heures d'avance, c'est encore mieux. Parce que tous les aliments vont absorber le goût de la vinaigrette, de la moutarde. Puis vous allez voir, ça va être très rafraîchissant avec la quiche. Donc ça, je mets ça de côté. On peut couvrir, on met ça au frigidaire quelques heures. Au moins, minimum, c'est que le temps que la quiche elle cuise. Puis je vais vous montrer tout de suite la quiche au four, une fois cuite, qu'est-ce que ça donne. Voilà, 1h20 après, 1h15 après, c'est ce que ça donne notre quiche. Vous allez voir, le bacon est bien cuit, la croûte est bien cuite. C'est vraiment super intéressant. Je vais vous en découper un morceau pour vous montrer. Oh! Oh wow, c'est-tu pas beau, hein? On voit toutes les tranches de pommes de terre, le poireau, le fromage, puis ça se tient bien avec le goût du bacon. Ça va lui donner un petit goût fumé salé. Ça va être vraiment extraordinaire avec notre salade. Vous allez voir, tout le monde va aimer ça. Parce que là, on va se faire les pois pochés. Ça aussi, ça va être pas mal de fun. On est rendu au dessert, les pois pochés au vin rouge. Vous allez avoir une recette facile, mais super attrayante. Vous allez faire sensation avec ça. Ce que ça prend, évidemment, des poires. Ici, moi, pour la recette, j'ai pris des poires bosques, des poires, vous savez, avec la peau brune, parce que je trouve qu'ils cuisent bien et qu'ils ne se défont pas. Contrairement à une poire Barthelette, exemple, qui si elle est trop mûre, premièrement, elle va poquer, puis des fois, elle est plus fragile une fois cuite. Parce que j'aime bien ce genre de poire-là, mais si vous avez des Barthelette ou une autre, vous pouvez les prendre sans problème. Ce qu'on fait, on les pèle, OK, et on vide le cœur avec un couteau, une petite cuillère ou une cuillère, une petite parisienne. Donc, ça. Si vous voulez les préparer d'avance, vous les mettez dans de l'eau froide, le petit truc, dans de l'eau froide avec un petit peu de sel, OK, juste un petit coup de sel, un quart de cuillère à thé de sel, et puis dans un bassin d'eau froide. Et puis les poires vont conserver assez bien jusqu'au lendemain, parce que je vais vous avouer que je les ai préparées hier, celles-là. Ce que ça, c'est un petit truc aussi pour les pommes, c'est la même affaire. Ce que ça prend, c'est donc les poires, évidemment du vin rouge, je ne vous le cacherai pas. Ça prend une orange et ça prend des bâtons de cannelle. La cannelle, je sais que c'est pas tout le monde des fois qui aime ça, mais je trouve que ça donne une petite saveur, le fun, un petit punch à tout ça. Mais si vous n'aimez pas ça, remettez-les puis il n'y a pas de problème. Ce que vous pourriez faire quand la sauce va être finie, parce que là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé une autre série de poires. Puis la sauce va diminuer, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. On pourrait poivrer un petit peu la sauce pour donner un petit peu de punch, pour un coup accentuer un petit peu les saveurs. Donc, ce que ça prend, on prend un caclon, OK, on met les poires dedans, comme ça. De là, je vais trancher une orange que je vais rajouter dedans. Comme ça ici. De là, je vais rajouter une demi-tasse de sucre, du sucre blanc, un bon 2 tasses de vin rouge. L'idée, c'est de noyer les poires dans le vin rouge. Et moi, dans mon cas, je vais rajouter le petit bâton de cannelle. On couvre ça. On va porter à ébullition tout ça. Et les poires, dépendamment de la sorte de poire que vous allez avoir, comme je vous disais au préalable, comme les bosses sont un petit peu plus dures à cuire, donc ça va cuire environ une vingtaine de minutes. Au début, on peut couvrir pour aider à l'ébullition, à atteindre le niveau d'ébullition. Puis une fois que ça bout, on diminue notre puissance de chaleur à médium. On laisse cuire environ 20-25 minutes. Et le petit truc, c'est un peu comme les pommes de terre. On vient avec un petit couteau, on pique dans la poire. Puis si la poire, ça rentre bien, mais ça veut dire que c'est prêt, puis c'est prêt à déguster.
OK? Le petit truc aussi, c'est ce que j'ai fait. Vous avez compris que j'en avais déjà une série de faites. C'est de les faire un peu la veille. Parce que ou d'avance, exemple, si vous recevez, là, c'est des lunchs midi, c'est ça, mais si vous le feriez à dessert avec la crème glacée, on pourrait le faire le matin puis laisser mariner dans le jus de cuisson. Une partie de l'après-midi, les poires vont être encore plus goûteuses, plus rouges encore. OK? Ça va donner un petit peu plus cet effet-là ici. Une fois qu'ils ont bien mariné, là, on voit qu'ils sont très bourgogne, les poires et tout ça. Ça c'est fait. Ce que je vais juste épaissir la sauce, vous montrer. Parce que de ça, OK, quand c'est terminé, ça a donné ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai enlevé mes poires, j'ai fait cuire comme ça, j'ai laissé mes poires tremper. Une fois que là, on était rendu au service, j'ai enlevé mes poires, j'ai pris ma sauce, puis je l'ai fait diminuer presque de moitié. OK, je vais la couler pour l'épaissir un petit peu avec un petit peu de fécule de maïs, un petit peu, tout petit. Voilà. Et je vais remettre ça dans le chaudron. Notre bouillon ici, je vais le réépaissir un petit peu juste pour faire l'affinage de la sauce. Que ça, vous avez bien compris, vous faites cuire ça 20-25 minutes, vous baissez l'élément et puis en mi-cuisson quand ça commence à bouillir et puis on laisse ça là-dedans. Parce que pour épaissir la sauce, on prend un petit peu de fécule de maïs. Donc, on prend une cuillère à thé de fécule avec environ une cuillère à thé, une à deux cuillères à thé d'eau pour délayer. Puis, on va venir épaissir notre sauce qui est appelée bouillonnement ici. Je vais rajouter ça un petit peu. On va y aller tranquillement à la fois parce que je ne veux pas une sauce trop épaisse non plus. Que ça soit juste... peut-être un autre un petit peu. Parce que comme le bouillon est un peu sucré, c'est ça que c'est peut-être plus dur un petit peu à épaissir. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, c'est juste parfait. On va arrêter ça. La sauce est un peu... siropeuse, là, un peu sans clair, mais ce qu'on veut, c'est clair, mais c'est parce que c'est peut-être plus dur à voir pour vous autres, mais moi je vois que c'est un peu épais ici, là. C'est un peu comme un sirop, s'il vous plaît. Que je vais remettre juste mes poires dedans pour les maintenir chaudes le temps que je vous prépare le crumble ensemble qui va accompagner ça. Est-ce qu'on va mettre ça là-dessus? On va garder notre vin. On couvre ça. Je vais regarder ça peut-être tantôt. Si je vois que c'est pas tout à fait assez épais, on en rajoutera un petit peu. Pour ce qui est du crumble, le crumble, c'est un petit croustillant qu'on va qu'on va ajouter en garniture avec les poires. Ça va donner un petit attrait, un petit croquant sucré avec le poire, puis avec la présentation de yogourt aussi, parce que ça va agrémenter un peu le plat. Ce que ça prend pour le faire, une tasse, ça prend du gruau, ça prend de la cassonade, ça prend des noix de Grenoble. Si vous n'avez pas de noix de Grenoble, vous pourriez prendre des pacanes ou des noix de macadam, ou peu importe, là, une noix, et ça prend de la farine. Donc, on y va avec le gruau. Donc, 2 tasses de gruau. Une tasse de noix de Grenoble. Les noix de Grenoble, je les ai coupées en morceaux. Ils étaient entières, je les ai coupées en morceaux. Ça prend, après ça, une demi-tasse de cassonade. Et la cassonade, vous vous souvenez, hein, on a ça toujours tassé. Voilà. Et une demi-tasse de farine. À ça, ça prend du beurre. Donc, je vais prendre mon beurre. Je vais faire fondre le beurre au micro-ondes. Une tasse de beurre. Donc, le beurre fondu, on va pouvoir l'ajouter à la recette. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on fait des préparations, exemple, c'est un peu une base comme une préparation pour faire des carottes, les crumbles, là. OK, sauf qu'on rajoute des noix dans ce cas-ci. Mais quand il y a des trucs avec de la farine dedans, comme ça, on ne met pas tout ce liquide après parce que la farine peut faire des grumeaux. Le truc, c'est de vraiment bien mélanger la farine avec la cassonade, puis le gruau, les noix, ce qui va faire en sorte que les graines de farine vont se répartir à travers la texture. C'est que ça va éviter les grumeaux, parce que ça va faire comme un sablage un petit peu. Les autres ingrédients vont comme sabler, comme si c'était un papier sablé à travers les graines de farine, donc ça va éviter les grumeaux. Je vais rajouter le beurre. Donc, on comprend bien qu'on va le faire cuire après. Puis le mélange de beurre puis de cassonade, c'est ce qui va faire le caramel. C'est ce qui va faire que ça va se tenir, c'est ce qui va faire que ça va venir cassant un petit peu. Une tôle avec parchemin. OK, on verse le crumble dedans, comme ça.
Et puis, on répartit ça ici comme ça. Une fois que c'est fait, on envoie ça au four à 350, environ 15 à 20 minutes. C'est juste pour faire cuire la préparation, puis faire en sorte que la cassonade avec le beurre devienne du caramel, puis ça devienne cassant, croustillant, plus avec les noix qui vont aider. Donc, environ après cuisson, ce que ça donne, c'est ça ici. Ça donne ça. OK, environ 20 minutes après, à 350. Vous voyez, ça fait une texture, ça fait un peu comme un biscuit, mais ça fait des morceaux, là, c'est vraiment croquant, c'est ce qu'on veut. C'est le fameux grumble. OK, ça va faire une belle texture. Donc, on est prêt à faire monter mon dessert. On part de ça ici. OK, je vais prendre du yogourt grec pour un petit essai de présentation. Des framboises que j'ai aussi. Les petits fruits, ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On peut mettre des framboises, des bleuets, des raisins. C'est à votre guise. Fait que je vais prendre le yogourt. Ça prend un yogourt assez épais, par exemple. Ça, c'était du 5 de matière grasse grecque. Si vous prenez du 0 ce qu'il va faire, c'est qu'avec la sauce, ça va vraiment se liquéfier. Ça va être bon goût, mais ça va être moins intéressant visuellement parlant. Donc, on prend une bonne cuillerée de... Okay. Je vais mettre une poire comme ça. Je vais mettre ici un peu de... Grumble. Ça se fait d'avance. Hein. Vous pouvez les faire quelques jours d'avance. Gardez ça dans une boîte de métal, une boîte à biscuits, là, puis ça se conserve super bien. Comme ça, on va rajouter quelques framboises. Et on pourrait peut-être se faire une belle tranche d'orange. Et on va prendre un petit peu de notre sauce. On va venir napper la poire. Et on peut en envoyer un petit peu partout comme ça. Parce que voilà, c'est que c'est notre dessert pour notre brunch du dimanche. Bon appétit! On est donc prêt à recevoir pour notre brunch ou notre lunch à votre guise comme vous voudrez bien, avec notre pain au fromage, notre quiche style omelette espagnole avec les pommes de terre, la fameuse salade de concombre et céleri, et pas oublier les poires pochées au vin rouge avec le Grumbles. Ce que je vous souhaite un bon appétit, une bonne semaine et à bientôt. Cette émission était une présentation de KitchenAid et de Accent Meubles.